Nous vous remercions d'avoir acheté l'électromag Consulab CL1902. Nous pensons que ce produit sera un excellent complément à votre salle de classe et qu'il vous aidera à prouver l'apprentissage de vos élèves pour tous les aspects de l'électricité et du magnétisme en courant continu. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques trucs et astuces, les meilleures pratiques et vous familiariser avec votre nouveau produit. Nous vous présenterons chaque module et composante de l'unité didactique. Nous vous montrerons comment les utiliser et nous vous donnerons les moyens de répondre aux questions de vos élèves. Supposons que vous ayez reçu votre produit et que vous l'ayez sorti de sa boîte. Nous allons maintenant faire l'inventaire des composants. Ce processus a été grandement simplifié pour vous car chaque composante a sa propre place. En un coup d'œil rapide, vous pouvez vous assurer que rien ne manque. Vous devriez avoir les éléments suivants, répartis en 9 sections différentes. Les visionneuses de champs magnétiques, la boîte magique, la section des matériaux et les modules A, B, C, D, E et F. La première section dont nous allons parler est celle des matériaux. Enlevons les 2 fils rouges et les 2 fils noirs, l'alimentation, les 2 tiges métalliques et la barre aimantée. Par la conception de ce produit, tout composant manquant serait évident à remarquer. Je vais remettre la barre aimantée à sa place car elle a tendance à être attirée par de nombreux objets et je vous suggère d'adopter également cette pratique. Alors que je manipule les 2 tiges métalliques, il est évident que l'une est plus lourde que l'autre. C'est bien sûr parce que l'une est en acier et l'autre en aluminium. Vos élèves feront des expériences avec les deux. Vous remarquerez que sur le bureau ici, j'ai un oscilloscope et un multimètre. Il s'agit des outils de mesure nécessaires à l'utilisation du produit, mais qui ne sont pas inclus. La deuxième section que nous allons aborder est celle des visionneuses de champs magnétiques. L'unité didactique comprend 2 façons pour vos étudiants de visualiser les champs magnétiques. Le premier est un visualisateur de champs magnétiques composé de métal ferreux. La meilleure façon de l'utiliser est de le taper légèrement contre le bureau pour aligner tous les bords, puis de le passer doucement devant un aimant ou de passer un aimant en dessous. La deuxième façon d'observer un champ magnétique est de l'utiliser une boussole. Cependant, avec tous les aimants puissants qui l'entourent, sa polarité est facilement inversée et il faut donc se méfier de sa véritable polarité. La troisième section que nous allons aborder, c'est la boîte magique. C'est le nom qu'on lui donne car c'est là que se produit une grande partie de la magie de Consulab. La boîte magique se compose de l'interrupteur principal, d'un voltmètre analogique pour la tension du système, d'un ampèremètre analogique pour l'ampérage du système, d'un sélecteur de tension qui vous permet de sélectionner 10 volts et 12 volts, d'une lampe d'aile bicolore indiquant la polarité avec 2 prises banane de 4000 mètres, d'un galvanomètre avec 2 prises banane de 4000 mètres, d'un commutateur de polarité, un affichage de l'état de la polarité et des prises banane de 4000 mètres qui permettent de connecter la tension du système à diverses composantes. Pour commencer, branchons l'alimentation et démarrons le produit. Maintenant, il y a une note importante avec cette alimentation, car chaque fois qu'elle est branchée dans une prise murale, il y a un délai avant qu'elle commence à produire de courant continu pour alimenter l'unité didactique. Ne vous inquiétez pas, c'est un fonctionnement normal. Assurez-vous simplement que vous n'êtes pas impatient comme moi et tout ira bien. Avec l'alimentation connectée, nous pouvons maintenant allumer l'unité didactique et nous verrons l'affichage de la polarité s'allumer. Avec l'interrupteur au milieu, nous avons 2 lignes verticales. À gauche, nous avons le positif et le négatif dans un sens. À droite, dans l'autre sens. Si vous ne touchez pas au produit pendant une période de 30 minutes, la boîte magique s'éteindra et l'affichage indiquera un délai d'attente. Maintenant, laissez-moi vous montrer les protections intégrées dans la boîte magique. Avec le commutateur à la position du milieu, si je connecte 2 fils à une charge comme un moteur, aucun courant ne circule.
Avec le commutateur à gauche, le moteur tourne dans un sens et la polarité est indiquée dans un sens. Avec le commutateur à droite, le moteur tourne dans le sens opposé et la polarité indiquée est également changement. Mais que se passe-t-il lorsque vos élèves font une erreur dans le câblage du moteur et créent un court-circuit directement entre les bornes? On devrait voir de la fumée, n'est-ce pas? Eh bien non. Aucun dommage ne se produit. Il y a une ampoule à incandescence à l'intérieur de la boîte magique qui agit comme une shunt et qui s'allume simplement en cas de court-circuit. Puisque nous sommes déjà connectés à l'électricité, permettez-moi également de vous démontrer le fonctionnement du commutateur de tension du système. Avec le moteur allumé, lorsque nous changeons la tension du système, on peut l'entendre, le voir et le ressentir. L'échelle de 10 volts facilite également les calculs mathématiques pour vos élèves. Passons à la 4e section, où nous aborderons le module A. Le module A est le point de départ du voyage de vos élèves pour comprendre l'électromagnétisme tel qu'il est appliqué aux véhicules modernes. Il se compose de 2 bobines simples de fil. Il existe plein d'activités que nous pouvons réaliser en utilisant ces bobines. Chaque bobine a un noyau creux, ce qui signifie que nous pouvons y insérer une barre aimantée, une barre d'acier, une barre d'aluminium, une autre droit ou tout autre objet que vos élèves souhaitent tester, ou encore les laisser vides. Je vais commencer par utiliser la barre aimantée. Si nous connectons la bobine A1 au DEL bicolore et que nous déplaçons la barre aimantée à l'intérieur de la bobine, nous pouvons voir que de l'électricité est générée. C'est également une excellente démonstration à faire avec un oscilloscope. Faisons maintenant la même démonstration avec le galvanomètre. Nous pouvons voir le courant qui est induit dans la bobine. Nous pouvons également utiliser la bobine comme un électroaimant. Connectons-la à la tension du système et appliquons le courant. Si je tiens la barre aimantée à proximité et que j'applique du courant à la bobine, celle-ci sera soit attirée, soit repoussée par l'électroaimant. Maintenant, je vais ranger la barre aimantée. En utilisant le visualiseur de champ magnétique, nous pouvons voir qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Cependant, si nous insérons la barre d'acier dans la bobine et l'utilisons comme un électroaimant, nous pouvons constater que la force du champ magnétique est considérablement augmentée et visible. On ne peut pas dire autant de la barre d'aluminium. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons 2 bobines de fil qui sont identiques. Je peux vous dire qu'elles ont le même nombre de tours. Si je prends mon multimètre, elles ont la même résistance. Elles ont l'air identiques. Cependant, si nous regardons de près et que nous voyons les flèches, nous remarquerons qu'elles sont enroulées différemment. C'est important. Branchez les 2 bobines en parallèle avec la même polarité et voyons ce qui se passe. À l'aide de la boussole, nous pouvons voir que leur polarité est différente et c'est à cause du sens de l'enroulement. Nous pouvons également remarquer la petite indication sur le schéma qui nous donne un indice du sens du bobinage. Nous allons maintenant continuer à parler du module B. Le module B1 est identique au module A2, avec le même nombre de tours, le même sens de bobinage et donc la même polarité. Vous remarquerez qu'une caractéristique supplémentaire a été ajoutée au module B2. Des DEL intégrés indiquent la polarité et les tensions induites. Vous verrez également un autre DEL qui clignote momentanément lorsque vous ouvrez le circuit. Ce qui est important pour B1 et B2, c'est qu'ils ne sont pas connectés de quelque manière que ce soit. Il y a un grand espace. Je peux mettre un morceau de carton entre les deux pour prouver aux étudiants qu'ils ne sont pas connectés. La magie opère lorsque nous démontrons l'induction. Si je prends la barre d'acier et que je l'insère dans les 2 bobines, nous pouvons maintenant montrer que le courant et la tension sont induits dans la bobine B2. Nous pouvons utiliser un oscilloscope pour mesurer et voir les pics. Nous pouvons également les mesurer avec notre galvanomètre. Un autre aspect du module B est que le nombre de tours par bobine n'est pas le même. Nous pouvons mesurer et calculer l'effet que cela a sur la fonction des bobines. Ainsi, nous pouvons voir comment A1,
A2, puis B1 et B2 permettent aux élèves de comprendre lentement les bobines et l'induction et de comprendre le module C. En effet, dans le module C, nous avons maintenant une bobine à l'intérieur d'une bobine et un noyau permanent en acier à barres multiples visibles par le côté. Et si nous amenons le câblage à la bobine C, nous pouvons voir l'effet qu'il a sur le noyau multiple. Nous pouvons maintenant montrer un fonctionnement plus typique d'une bobine, ressemblant à une bobine d'allumage. Le prochain module dont nous allons faire la démonstration est le module D, et il va vous étonner. Il s'agit de la représentation physique et de la démonstration de la règle de la main droite. Lorsque nous appliquons un courant à un conducteur, des lignes de flux magnétiques sont générées et une polarité magnétique apparaît. Or, notre conducteur n'est pas magnétique. Il est en cuivre et il est soutenu par deux barres non magnétiques. Mais il est situé en deux aimants permanents très puissants. Cela signifie que lorsque nous appliquons un courant et que le champ magnétique est généré autour du conducteur, celui-ci veut se déplacer. Le circuit est un court-circuit, ce qui signifie que 2 ampères circulent dans le conducteur. Cela signifie qu'il va former des arcs et des ustensiles et se souder occasionnellement aux barres du support. Mais vous pouvez simplement le déplacer légèrement pour poursuivre la démonstration. Vous pouvez même entendre l'arc électrique lorsqu'il roule d'avant en arrière. Dans la 8e section, nous parlerons des moteurs électriques F1 et F2. Vous pouvez imaginer F1 comme le moteur électrique le plus inefficace qui soit. Nous avons un ensemble simple de segments commutés. Il n'y a qu'une seule paire de pôles. Une bobine de fil, 2 aimants permanentes. Le rotor change de polarité tous les 180 degrés. Donc, quand je branche le 12 volts, il peut rester bloqué en place. Ou il pourrait commencer à tourner tout de suite. Nous verrons. C'est comme un moteur 1 cylindre. Ce qui est bien, c'est que nous avons un dispositif de réglage pour la synchronisation des brosses. Nous pouvons donc l'ajuster et voir l'effet sur la vitesse et le couple du moteur. Parce qu'il n'a qu'une seule paire de pôles, il n'est pas très fort. Il n'est pas assez fort pour faire tourner la poignée avec elle connectée, en utilisant le O-ring. En parlant de cela, ces joints toriques sont importants. Ce sont eux qui vous permettent de connecter la poignée et d'utiliser le moteur comme générateur. Faisons-le maintenant. Nous pouvons voir que selon le sens dans lequel nous tournons le moteur, nous obtenons une polarité différente. De même pour le courant, à l'aide du galvanomètre. Le deuxième moteur F2 a plusieurs segments commutés, donc plusieurs paires de pôles, et lorsque nous le connectons à la tension du système, nous pouvons voir qu'il tourne un peu plus vite et qu'il est beaucoup plus puissant que F1. Comme ce moteur est beaucoup plus puissant, nous pouvons connecter la poignée et allumer le moteur pour le voir fonctionner avec une charge. Nous pouvons également coupler les deux moteurs ensemble en faisant tourner F1 avec F2, de sorte que nous pouvons produire de l'électricité une fois de plus avec F1. Enfin, nous avons la 9e et dernière section, le module E. Ici, nous avons un générateur avec les aimants permanents sur le rotor et la bobine de fil comme stateur. En déplaçant simplement la manivelle, nous pouvons générer de l'électricité en courant alternatif. Nous pouvons le constater à l'aide du galvanomètre, des DL bicolores et, mieux encore, de l'oscilloscope. Ici, nous pouvons voir l'onde sinusoïdale pure générée. Mais que faire si nous voulons le rectifier? Nous pouvons utiliser une diode pour le faire, en démontrant la rectification demi-onde. Nous disposons également d'un ensemble de diodes permettant la rectification d'une onde complète. Nous espérons que vous êtes maintenant plus à l'aise et familier avec l'utilisation de l'électromag dans votre classe. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter et notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Merci beaucoup.